Yo les petits potes à la compote, bienvenue sur ce nouvel épisode de Pomcast. Aujourd'hui on accueille Louise, qui est une voyageuse, backpackeuse, cycliste, randonneuse. Je crois que tu avais un but en arrivant ici, c'était d'un peu démocratiser le voyage pour les filles seules. Parce que la plupart du temps, je sais que tu fais tes aventures toute seule. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, mais d'un mauvais œil. Parce que la plupart du temps, on est là en mode ouais, mais une fille seule, c'est dangereux, ça peut avoir des problèmes, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui n'osent pas sauter le pas du voyage en solo, ou même de la randonnée en solo, ou même juste de partir juste en solitaire, pour plein de raisons. Donc aujourd'hui, elle va nous expliquer un peu tout ça. On va essayer de démystifier le voyage entre filles. Je suis un mec, j'ai pas trop d'avis là-dessus pour le coup, même si j'ai énormément d'amis filles qui ont voyagé, que j'ai pu rencontrer énormément de backpackeuses et de personnes dans mes voyages qui m'ont énormément inspiré. Présente-toi un peu en 3 points. Donc je m'appelle Louise, comme tu l'as dit, j'ai 23 ans, je suis passionnée de montagne, de sport, etc. En fait, dès que j'ai une activité qui peut se passer en extérieur et en particulier en montagne, j'adore ça. Je fais beaucoup de vélo, de la rando, etc. Et je m'y suis mise très sérieusement en fait depuis seulement quelques années parce qu'avant j'avais justement des appréhensions. Tu me parles d'appréhension, est-ce qu'il y a peut-être un voyage ou une randonnée qui a pu changer ta perspective et qui a pu peut-être enlever un peu les peurs que tu avais au début? En fait, je pense que chaque expérience que je fais, chaque voyage ou même chaque sortie, quand je vais juste faire une sortie de vélo, avant j'ai un peu d'appréhension, j'ai peur, je sais pas si je vais y arriver physiquement, si je vais tenir le coup, etc. Quand je pars faire un voyage, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de rencontrer des gens bizarres, j'ai peur, je sais pas, de manquer d'un truc stupide, d'avoir oublié ma brosse à dents. Globalement, ça peut être des trucs vraiment très bêtes et des trucs beaucoup plus profonds et graves, entre guillemets, où c'est vraiment juste avoir peur de l'inconnu et des gens que tu peux potentiellement croiser, etc. Ok, du coup, t'as fait quoi déjà comme pays? J'ai fait beaucoup de voyages avec mes parents, j'ai eu cette chance-là. En Afrique, donc je suis allée au Maroc et à Madagascar, je suis allée en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Québec. J'ai fait pas mal de tours en Europe. Je suis allée en Turquie, je suis allée en Inde. J'ai fait un trek dans une région à côté du Népal, le Ladakh, c'est pas très connu. C'est quoi ton ressenti par rapport à l'Inde? Je suis allée en Inde du Nord, au Ladakh, j'y ai passé 2 semaines et demie pour faire un trek en montagne. Donc là en fait c'est un peu particulier parce que tu croises pas grand monde. Et par contre avant ça j'avais fait tout un tour avec ma famille, toujours, dans le Rajasthan qui est une région au nord-ouest de l'Inde, qui est très belle, mais bon, moi j'étais jeune en plus quand j'y suis allée, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Donc c'est un peu choquant quand t'arrives là que toi, tout ce que t'as connu c'est la France. J'étais allée au Maroc avant, mais j'étais encore plus petite quand j'étais au Maroc. J'avais un peu oublié, entre guillemets, le choc des cultures. Mais sinon, c'est vraiment un pays qui est magnifique, mais qui effectivement n'a rien à voir entre l'Inde du Nord et l'Inde du Sud. J'ai fait l'Inde, mais du coup l'Inde du Sud, et j'avais l'habitude déjà de voyager. Et ça faisait 3-4 ans que je voyageais déjà, j'étais parti en backpacking. C'est une culture qui est différente, et en vrai, j'ai fait l'Inde du Sud, j'ai pas envie de faire l'Inde du Nord. Le pays m'a pas non plus donné envie d'y revenir. Je sais pas si toi t'as eu cette impression-là, mais est-ce que toi dans ta tête tu te dis, est-ce que je vais peut-être un jour y retourner pour me refaire une idée de ce que j'ai pu voir en étant petite? C'est possible que j'y retourne un jour, mais je pense que je retournerai directement dans la région du Ladakh, ou une autre région montagneuse. Après, c'est vrai que le reste du pays, en tout cas moi, la manière dont je l'ai visité, comme on était en famille, etc., c'était quand même un truc qui était assez organisé, donc on n'a pas eu beaucoup de liberté. Donc peut-être que si j'y retourne, ce serait pour avoir un peu plus, justement, les expériences que tu as eues toi, qui sont plus naturelles. Tu m'as dit que tu partais beaucoup en rando, vélo, montagne. Comment est-ce que tu prépares ton matos? Est-ce que t'as genre une checklist pour faire ton sac, ou est-ce que au contraire c'est vas-y je mets et je verrai si je m'en sers? Non, j'ai pas de checklist, mais en fait je sais toujours ce dont je vais avoir besoin. Pour parler de la rando, je sais que en fonction de l'altitude à laquelle je vais finir, si je vais au-delà de 2000 mètres, il me faut une doudoune pour arriver en haut parce que sinon je vais avoir froid. C'est pas possible, il fait au moins 8000.
Si je fais moins que ça, bon, je vais me dire peut-être que juste un gilet ou un pull, ça va suffire. Donc je sais en fonction de ce que je vais faire, ce dont je vais avoir besoin. Est-ce que tu as ce terme de on sait jamais ou est-ce que tu l'as un peu banni de ton sac? J'ai toujours le on sait jamais parce que mon sac est suffisamment grand quand même pour permettre ça. En tout cas, quand je pars sur des petites sorties ou des petits treks ou des trucs comme ça, j'ai toujours le un peu on sait jamais. Ça dépend comment on le voit, mais après, le truc que je disais où quand tu sais que tu vas à plus de 2000 mètres, tu prends la doudoune, bah c'est du on sait jamais parce que il y a des chances que tu t'en serves pas quand t'arrives en haut parce qu'il fait beau, il y a du soleil, etc. Mais tu sais pas s'il y a du vent par exemple. S'il y a du vent, tu vas avoir froid. Donc il y a toujours une part de on sait jamais, dans la randonnée en tout cas. Sur le vélo, t'as l'équipement de sécurité, donc t'as de quoi changer une roue si jamais t'as un problème, mais sinon c'est le strict nécessaire parce que t'essayes d'être le plus léger possible. Ok. Quelle a été ton expérience la plus enrichissante en termes de découverte culturelle? On a fait 2 treks, on a fait un trek coupé en 2. Et entre les 2 parties, on a été logé chez l'habitant, dans des petites maisons de village, donc au milieu de la montagne. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus rustique. Tu t'assois sur le sol, il y a un tapis, tu prépares à manger à cet endroit-là. On a préparé justement le repas avec les habitants, c'était fou, c'était incroyable comme expérience. Ils nous ont fait des cadeaux, etc. C'est des gens qui vivent mais dans le dénuement le plus total. C'était vraiment, quand t'arrives dans une maison, tu es accueilli comme quelqu'un de la famille. C'est vraiment, tu arrives dans une famille indienne, dans une maison indienne, la première chose qu'ils vont dire c'est de t'asseoir et ils vont t'amener à manger. Même si t'as pas faim, faut manger. Tu manges quand même, hein, c'est... Par politesse, pas par correction. Parfois t'as vraiment pas faim. Je me rappelle que quand on est parti, il y a une vieille dame qui est sortie de chez elle, qui habitait à l'autre bout du petit village, qu'on avait à peine croisé pendant les quelques jours où on était dans le village, et elle nous a donné de l'argent comme ça. Et pareil, il était hors de question de le refuser, il fallait le prendre. Tu te rends compte de la générosité alors qu'ils ont absolument rien. On va parler impact écologique. T'étais du coup dans le Ladakh, en Inde. On sait que c'est pas le meilleur des pays qui est connu pour son écologie. Est-ce que les montagnes sont quand même assez propres? Les montagnes sont super propres parce qu'il n'y a personne, globalement. Je pense que les montagnes ont quelque chose de très sacré. Donc sur l'impact écologique, je pense que globalement, ils sont très très bons aussi. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses faire de mal, entre guillemets, quand tu voyages? C'est quoi ton impact écologique? Déjà, le point le plus évident, c'est prendre l'avion. Quand tu vas en Inde, évidemment, tu vas pas à vélo, donc c'est un impact Mais déjà, rien que prendre l'avion, en fait, t'as un impact qui est assez important. Mais pour déculpabiliser plutôt, quand tu pars à l'autre bout du monde, tu fais en sorte de pas partir une semaine, tu pars longtemps. Donc nous, à chaque fois qu'on faisait un voyage au bout du monde, que ce soit en Inde, que ce soit au Canada, que ce soit à Madagascar, on partait pour 1 mois. Encore une fois, c'est une chance parce que c'était des voyages qui étaient financés par mes parents, etc. Mais je pense que même quand on part en solo, il y a toujours moyen de trouver une alternative à faire des voyages très courts parce que t'as pas beaucoup d'argent. Tu peux faire un voyage très long et juste pendant ton voyage, trouver des manières soit d'économiser, soit de travailler sur place et de te faire un petit peu d'argent, des trucs comme ça. Travailler, ça dépend dans quel pays, ça dépend des visas aussi. Et après, sinon, sur le déroulé des voyages, pendant nos voyages, c'est vrai qu'on se déplaçait pas mal, évidemment en voiture, parce que c'est des pays qui sont très grands. Donc je pense que pour réduire l'impact écologique de notre présence dans le pays, on aurait pu accepter de visiter des espaces moins étendus, moins séparés les uns des autres par des grandes distances, pour réduire notre consommation de carburant quand c'est en voiture. On va quand même en arriver au cœur du sujet que j'ai envie d'aborder. Comment est-ce que, en tant que femme, tu voyages? Ça fait pas très longtemps que je fais des expéditions, entre guillemets, vraiment complètement en solo. J'en ai, comme je disais, beaucoup fait avec mes parents jusqu'à maintenant. Il y a, t'as forcément l'appréhension, comme je disais au début, de croiser des gens bizarres. Tu sais jamais sur qui tu peux tomber ou sur quoi tu peux tomber. Quand tu pars en randonnée, ça peut être des animaux, ne serait-ce qu'un sanglier, tu peux te faire tuer par un sanglier. Quand je pars à vélo, j'ai toujours peur des voitures, parce que je fais du vélo de route principalement. Donc t'as toujours peur qu'il y ait un fou furieux qui fasse pas attention et qui te renverse, ça m'est déjà arrivé. Mais je pense que justement d'avoir des formes d'échec, entre guillemets, donc d'avoir eu des problèmes, ça te montre comment t'as réussi à les surmonter. Genre j'ai eu un accident de vélo, je m'en suis sortie, je suis remontée sur mon vélo après, depuis tout va bien, tu vois. Mais je pense que du coup, dans ta tête, tu te rends un peu plus costaud en disant, même si ça arrive, en fait, on peut s'en sortir quand même. Ça peut être grave, mais on peut quand même... c'est pas la mort, quoi. J'ai surtout le raisonnement de dire, même en respirant, respirer c'est dangereux aujourd'hui. Il y a de la pollution partout dans l'air. Je vais pas m'empêcher de vivre et d'avoir des expériences de fou et d'aller voir des paysages incroyables juste parce que il y a effectivement un danger, etc. Certes, il y a
moyen de réduire les dangers, genre ne pas aller escalader une falaise en solo sans l'équipement de sécurité nécessaire, ça paraît assez évident. Mais tu vas pas t'empêcher de partir en randonnée parce que tu risques de croiser des gens dangereux ou de tordre la cheville. Est-ce que tu as des tips peut-être à donner pour une fille qui nous regarde et qui aimerait se lancer dans son premier voyage solo? Que ce soit partir en rando ou juste prendre sa voiture pour partir ou même prendre l'avion ou le train ou le bus ou je ne sais quel autre moyen de transport. Déjà je dirais que le premier pas il est déjà fait, c'est d'en avoir envie et d'avoir conscience qu'il peut y avoir des risques et des dangers. Et après il y a plein de petits trucs qu'on peut faire pour se rassurer soi-même. Moi comme je disais tout à l'heure, je pars jamais à un endroit où c'est rare, quand je le fais c'est bête. Je pars jamais en randonnée sans dire à une personne où je vais. Je pars jamais faire du vélo sans prévenir quelqu'un que je vais faire du vélo. Je pars pas en voyage sans prévenir quelqu'un, sans dire où je vais. Je suis régulièrement en contact avec ma famille. Sinon, il y a juste des trucs de sécurité. Moi, je sais quand je pars en bivouac en solo, c'est très con, ça sert à rien, mais ça rassure. Tu sais, quand t'as la tente, t'as la moustiquaire, et en général, elle s'ouvre de deux côtés. T'as deux petites fermetures. Et les fermetures, il y a une petite sangle, un truc comme ça, avec une boucle. Oui, tu peux passer un cadenas. Et moi je mets un mousqueton. C'est très con, ça sert à rien. S'il y a un fou furieux qui veut me faire du mal, qui est en dehors de la tente, il le fera quand même, tu vois. C'est pas le petit mousqueton qui va l'arrêter, mais ça va le ralentir. Et je sais pas, moi ça me rassure de savoir qu'il est là. Après il y a un truc aussi, on n'a pas le droit de s'en servir, mais on a le droit d'en posséder une. J'ai toujours une bombe de poivre avec moi. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Mais en fait, je l'ai eu quand je suis arrivée en ville, pas quand j'ai commencé à faire de la randonnée, donc... mais du coup, je l'ai toujours dans mon sac à dos, elle est toujours avec moi au cas où, tu sais pas, si tu tombes sur un type un peu bizarre, ou je me dis même un chien enragé qui me saute dessus, j'ai ma bombe de poivre, et si jamais il devient trop menaçant, tu vois, je peux m'en servir pour me défendre. La plupart du temps, personnellement, quand je pars en rando... C'est l'anecdote très peu intéressante de Max. Mon chien est détaché parce que je sais que j'ai un bon rappel sur lui et que j'ai confiance en mon chien. Si tu détaches ton chien, t'es pas sûr qu'il va revenir quand tu vas le rappeler ou que tu sais qu'il est un peu en mode je vois un truc, je fonce. Là pour le coup faut éviter, à ce compte-là plutôt prévoir une grande longe de 10 ou 15 mètres, c'est carrément plus confortable et s'il y a un problème. Et c'est vrai que quand je passe une estive ou que je passe un troupeau, je la rattache. Ouais, et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à rattacher leur chien. Et au final ça fout la merde et je pense que c'est pour ça que les randonneurs sont un peu mal vus entre guillemets par les bergers et peuvent poser des problèmes. Donc si jamais vous partez en rando avec votre chien, pensez à l'attacher quand vous passez près d'une estive. Merci Max pour cette anecdote. Et il y a des endroits aussi où c'est explicitement interdit d'avoir le chien en liberté parce que c'est des espaces protégés. Donc il faut protéger la nature, il faut éviter que les chiens aillent gambader partout, fureter, aller emmerder les marmottes, etc. Est-ce que les voyages que tu fais actuellement, ou même que tu as pu faire petite, ont influencé tes valeurs et ta philosophie de la vie? Je crois que c'est une réponse évidente, mais oui, globalement, quand tu vois des choses auxquelles tu n'es pas habitué, même sans changer totalement de référentiel, par exemple quand je suis partie en Amérique du Nord, c'est quand même relativement proche, on est sur deux pays qui sont développés, entre la France et par exemple le Québec, mais tu rencontres des gens et tu te frottes à une culture qui peut être légèrement différente ou totalement différente, donc automatiquement ça t'ouvre l'esprit de fou en fait. Ne serait-ce que sur l'ouverture d'esprit, je pense que voyager c'est essentiel, sans forcément, comme je disais, aller à l'autre bout du monde, sans aller se confronter à des trucs qui sont totalement différents, mais ne serait-ce que partir en Suisse. En Allemagne, déjà tu vois qu'on n'a pas la même manière de fonctionner. Après, t'as des gens aussi avec qui tu peux rester en contact longtemps et avec qui tu développes des amitiés en fait. Quand je suis allée aux États-Unis, j'étais dans une famille d'accueil qui maintenant c'est des amis en fait. Et quand ils viennent en France, ils viennent nous voir, on se rend visite mutuellement. Mais donc tu rencontres des gens, tu peux créer des liens avec des gens qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont une vie qui est totalement différente de la tienne. Ça te transforme complètement ta manière de penser. Il y a une question que je pose à tout le monde. La question c'est, comment est-ce que toi, tu arrives à dire au revoir à toutes ces personnes? Je pense qu'on n'y arrive jamais vraiment parce que tu repars avec un peu de la personne avec toi et je pense que tu laisses un peu de toi à la personne. Donc pour moi, tu peux pas, il n'y a pas de adieu, tu peux dire au revoir. Au revoir, ça peut marcher, adieu par contre, on se reverra plus jamais.
Pour moi, ça n'existe pas parce que t'as toujours, ne serait-ce que de repenser à la personne, tu continues à entretenir une relation. On a tous eu ce problème et vous aurez ce problème si vous commencez à voyager. Il y a ce problème de comment est-ce que je dis au revoir aux personnes que j'ai rencontrées. Il y a une phrase que j'aime bien dire, les voyages et même la vie en général, c'est comme du speed dating. On rencontre énormément de monde. Et il y a certains qu'on va pas se souvenir ou qui vont juste faire partie quelques heures ou quelques jours de notre vie, d'autres pour lesquels ça vont vraiment rester dans notre vie. Et c'est vraiment ce côté où, même si tu sais que tu vas te revoir, parce que dans ta tête, t'as quand même ce côté on va se revoir un jour. On sait pas quand, mais possiblement on se reverra. Quand t'as partagé suffisamment de choses avec la personne et que éventuellement t'as partagé les projets, ses projets d'avenir et tout, bah ça peut être la dernière chose dont tu parles avant de la quitter, tu vois, de l'encourager dans ses projets du futur. Et puis je pense qu'aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux et trucs comme ça, on n'a plus forcément le même rapport à le revoir parce que tu peux plus facilement rester en contact avec les gens. Pour reprendre l'exemple de ma famille d'accueil aux États-Unis, il n'y aurait pas eu les réseaux sociaux, ou enfin même juste envoyer un mail, je serais pas restée en contact avec eux parce que c'est trop galère d'envoyer une lettre aux États-Unis. Mais aujourd'hui c'est plus facile, mais après sinon ouais, je pense que le moins violent quand tu quittes une personne, c'est de continuer à projeter l'avenir, pas comme si t'allais être avec la personne, mais de lui souhaiter bonne continuation. C'est quoi tes projets futurs ? J'ai plusieurs idées. La première, ce serait de partir en Normandie pour faire du vélo. Aller voir ma famille et en profiter pour partir à vélo, parce que j'ai depuis très très longtemps, depuis que je me suis mise à faire du vélo, j'ai envie d'aller rouler là-bas, donc c'est un des projets que j'ai. Après, j'ai plein d'idées de bivouac, des endroits où j'ai trop envie d'aller pour faire de la rando et pour éventuellement passer la nuit. Est-ce que t'as un dernier truc à dire ? Faites du sport. Ça rend heureux, faites du sport. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben écoutez, voyagez, faites du sport et soyez libre de faire ce que vous voulez. Exactement. Ça c'est important. Le podcast est fini, merci de nous avoir écoutés, c'était cool. Vous pouvez retrouver le podcast dans son intégralité sur toutes les plateformes de streaming. Merci Louise d'être venue participer. Si vous aussi vous voulez participer, vous avez toutes les infos dans la description. Vous avez juste à prendre rendez-vous. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur le plateau de Pomcast. Au revoir.